Bonjour. Alors, je suis avec madame Hélène Sarfati-Leduc. Ce que je fais dans la vie, je fais du conseil en mode et luxe responsable. D'accord, et ça consiste en quoi? Accompagner les entreprises sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, sur tous les enjeux RSE, et de les aider à formaliser soit une nouvelle offre, soit des engagements, de façon à être le plus responsable possible. D'accord, donc pour ceux qui ne connaissent pas, la RSE, c'est quoi? La responsabilité sociale des entreprises, qui, attention au petit piège, englobe aussi la partie environnementale. Donc l'idée, c'est de tracer toutes les filières de production, regarder tous les enjeux, aussi bien évidemment au niveau environnemental qu'au niveau social, conditions de travail. Il y a toutes les nouvelles problématiques très importantes aujourd'hui autour de la diversité et de l'inclusion. Et donc on travaille sur le core business de l'entreprise et donc on les accompagne du mieux qu'on peut. Donc ça peut être des petites marques qui se créent. D'accord. Donc on va les accompagner depuis l'idée jusqu'à la mise sur le marché ou par exemple faire des ateliers avec des grandes marques de luxe pour essayer de former les équipes retail. Ça peut être aussi travailler avec des designers pour leur dire un peu en quoi intégrer l'éco-responsabilité peut être plutôt quelque chose d'innovant et de motivant. On monte beaucoup de projets aussi. On travaille en collaboration avec des villes, des organismes publics. On organise des événements pour la sensibilisation autour de la mode éco-responsable. On peut animer des colloques. On fait beaucoup de formations. Et j'interviens aussi beaucoup dans des écoles, auprès d'étudiants de différentes filières, notamment en école de commerce, sur tous les champs de la RSE. D'accord. Et du coup, c'est quoi le cursus pour arriver là où vous en êtes? Tous les métiers de la RSE sont des métiers assez nouveaux. Depuis quelques années à peine qu'on a des formations dédiées à ce sujet-là. Et donc moi, ce que je dirais, c'est que globalement, les entreprises, elles veulent d'abord que vous connaissiez leur métier. D'accord. Et qu'ensuite, vous sachiez parler de RSE. La RSE, c'est obligatoirement lié à un corps de métier. On ne peut pas faire de la RSE avec une banque comme avec une maison de luxe. Donc on s'adapte. On s'adapte, donc il faut connaître les grands enjeux. Globalement, il faut avoir quand même une bonne capacité d'analyse critique. Il faut être capable de croiser les sources d'informations. Il ne faut pas perdre de vue que la RSE, c'est aussi... pour pouvoir vraiment faire en sorte que ça marche auprès d'un dirigeant, pour le convaincre d'y aller, il faut pouvoir lui prouver que ça a un impact efficace, clair sur son chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas de formation, maintenant de plus en plus de formations spécifiques, mais globalement je dirais beaucoup de capacité d'analyse, grande curiosité, un esprit critique et une connaissance métier. Aujourd'hui on nous parle beaucoup de réchauffement climatique. Est-ce que vous voyez vraiment qu'il y a un changement dans le mode de consommation ou dans les enjeux des entreprises? Est-ce que vous voyez qu'ils sont beaucoup plus intéressés ou pas du tout? Moi je dis toujours qu'encore une fois, un chef d'entreprise, son objectif c'est de faire du profit. Oui, il n'est pas dans la philanthropie, on est bien d'accord. À partir du moment où il va comprendre que les questions de réchauffement climatique peuvent être directement liées à la performance de son activité, là, il va curieusement se trouver très intéressé par le sujet. Donc, il y a ce volet-là qui, pour moi, est un des leviers importants. C'est-à-dire, réchauffement climatique, quel impact ça a sur votre activité? Qu'est-ce que vous allez devoir faire pour pouvoir maintenir votre activité? Ça, c'est un volet et un levier. Et le deuxième, c'est aussi le fait qu'on a un problème mondial, il faut qu'on y arrive, qu'on arrive à essayer de le contrôler le plus rapidement possible et que parfois, si le chef d'entreprise tarde un peu à être convaincu, on va peut-être lui proposer des réglementations un peu plus contraignantes. Mais du coup, la loi aujourd'hui va vers ce changement climatique, on peut le dire? Absolument. En fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en fait, la RSE, on le rappelle, c'est tout ce qui relève de l'ordre du volontaire. Aller au-delà de la réglementation. Convaincre les entreprises, les citoyens, les consommateurs, les collectivités qu'aller plus au-delà de ce que vous impose la réglementation, c'est très important pour le réchauffement climatique, mais également pour la pérennité de son activité. Aujourd'hui, clairement, la réglementation, elle vient compenser peut-être que le temps. En tous les cas, on a une urgence climatique. On peut dire que vraiment, aujourd'hui, on est sur un laps de temps très court. C'est pour ça qu'on va imposer aux entreprises aussi, dans leurs objectifs, des laps de temps plus réduits. Avant, elles avaient des objectifs à 50 ans. Ce n'était pas du tout intéressant et pas du tout efficace. Et d'ailleurs, on challenge beaucoup les chefs d'entreprise aujourd'hui sur la temporalité des actions qu'ils mettent en place. Récemment, dans le groupe LVMH, Bertrand Piccard, qui est à la tête d'une ONG et qui a piloté le Solar Impulse, qui est un avion qui a été financé entièrement par Moët Hennessy et un avion solaire. Il a dit... Moi, je ne veux pas entendre des chefs d'entreprise qui se fixent des objectifs à 50 ans quand ils ne seront plus là pour être tenus responsables des engagements qu'ils ont pris. Voilà. Donc il y a une question de temporalité très importante et comme ça va très vite, aujourd'hui on est obligé de légiférer et de réglementer. Vous parlez de consommation, assez concrètement par exemple la loi AGEC récemment, elle est vraiment venue parce que les entreprises n'ont pas compris qu'il fallait qu'elles arrêtent de surproduire à cause, vous savez, du système industriel qui fait que si vous commandez 1000 t-shirts, ils vous coûtent moins cher unitairement que si vous en commandez 200. Et donc la loi AGEC avec l'interdiction de destruction des invendus non alimentaires
donne un petit coup de fouet. Voilà. Donc moi, je pense à la saine articulation entre la motivation du dirigeant, le fait que le travail qu'on fait, nous, c'est de les convaincre à quel point c'est important de l'intégrer dans leur modèle économique pour justement éviter d'avoir des réglementations trop contraignantes et de rester rentable. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez choisi ce métier et pas un autre? Parce qu'il y en a plein. Alors, le hasard, c'est qu'en fait, je n'avais pas forcément de conscience citoyenne. J'ai démarré, moi, en créant une entreprise autour de tout ce qui est service Internet. En 2003, et l'État, les collectivités commençaient à challenger les industriels sur les impacts environnementaux de leurs activités. Ça a commencé comme ça. Donc la personne avec qui j'ai travaillé, donc c'est beaucoup une question de personne. Le dirigeant de la fédération avec qui j'ai travaillé était personnellement impliqué là-dedans. Il avait une vraie volonté de faire avancer les choses et il m'a confié très rapidement des missions autour de ça. Et ce qui fait que, d'ailleurs j'ai adoré ce dirigeant et je le souhaite à tout le monde, c'est que un bon chef, c'est de me dire, et c'est ce qu'il me disait, si c'est bien, c'est vous, si c'est mal, c'est moi. Donc il m'a donné complète latitude pour faire ce que je voulais. Il m'a challengé sur des choses très pointues et j'ai démarré comme ça. Ensuite, j'ai été approchée par une ONG pour développer un label sur le secteur du vêtement et j'ai continué là-dessus. Et clairement, c'était drôle parce qu'à cette époque, tout le monde me disait « Mais tu parles de développement durable, mais qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Ça n'a aucun avenir ». Il y avait énormément de scepticisme là-dessus et si on regarde aujourd'hui ce qui se passe, enfin je veux dire que je sais pas, c'est partout, tout le temps, à tous les niveaux. Et donc j'ai été très pionnière, donc ce qui me fait dire ma blague rituelle que je suis le dinosaure du développement durable sur la mode. Non mais j'ai démarré très tôt, donc ça fait que j'ai un recul au début sur les réticences qu'il y a pu avoir et aujourd'hui, voilà. Ça a évolué quand même? Il y a moins de réticences? Énormément. Énormément. Vous avez entendu des phrases chocs ou du genre, je vais pas... par exemple, dans le secteur du textile, ils nous disaient, écoutez, on a assez de contraintes, hein, on travaille en Europe, on nous casse assez les pieds avec la réglementation, vous voulez pas qu'en plus, on aille faire du développement durable. Donc à l'époque, c'était, je vais aller polluer le Maroc en balançant mes eaux usées n'importe où, parce que pas vu, pas pris. Et donc aujourd'hui, qu'on a un problème mondial et qu'on est obligé de réglementer au niveau international et que tout le monde soit logé à la même enseigne, ce qu'on veut éviter, c'est les délocalisations. On veut éviter le bilan carbone désastreux. On veut éviter les atteintes aux droits de l'homme. Et donc la seule façon d'y arriver, c'est que tout le monde soit logé à la même enseigne. Aujourd'hui, plus personne ne vous dit « je ne veux pas dépenser 500 € pour m'engager sur cette démarche-là ». Les formations explosent, mais malgré tout, il y a un écart très fort entre ce que les dirigeants souhaitent mettre en place parce qu'ils sont conscients des enjeux et comment ça descend au niveau des équipes. Et les techniciens, je veux dire ceux qui travaillent et qui mettent les mains dans le cambouis, malgré le fait que ça fasse 20 ans qu'on en parle, il y a quand même une grosse difficulté aussi pour les équipes en place à appréhender la réalité de ce qu'ils peuvent faire et notamment chez les jeunes à se dire est-ce que moi concrètement dans mon métier je vais vraiment avoir un impact, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose. Souvent on se dit greenwashing, est-ce qu'on peut consommer réellement et s'habiller bien? Ça c'est deux questions, est-ce que vraiment ça va ensemble? Est-ce que vous pensez sincèrement? Complètement. Moi alors si on parle du secteur de la mode qui est mon secteur, la mode par définition c'est quelque chose qu'on aime, qui nous fait plaisir et qui va nous rendre plus beau et statutairement c'est important. Donc on est bien d'accord qu'avec des bons sentiments on va pas très loin. Bon, moi je ne vais jamais acheter un vêtement qui est super éco-conçu, hyper responsable mais que je trouve moche, qui me va pas et que je reporterai pas. Mais on peut parfaitement mixer ces deux points de vue. On peut tout à fait se dire, donc dans le domaine de la mode éco-responsable, qu'il y a 1000 façons d'être éco-responsable. On peut acheter des vêtements de qualité qui vont durer. On va les payer un peu plus cher, mais si on fait un coût global, c'est exactement comme ça qu'on a travaillé avec les acheteurs publics. Il fallait les convaincre qu'acheter une ampoule 50 centimes qui allait exploser dans la semaine qui venait, ou acheter plutôt une ampoule à 2,20 € mais qui allait durer 10 ans, en termes de vision et en termes d'économie, c'était beaucoup plus intéressant. C'est que ça part exactement comme ça pour nous. D'accord, donc si on achète un produit peut-être un peu plus cher, la qualité sera peut-être mieux, du coup. On va le garder plus longtemps. On va le garder plus longtemps. Donc on en achètera moins. Beaucoup de marques maintenant commencent à repenser la question, vous savez, des cycles de collection. Parce que d'abord, les saisons aussi bougent. Des fois, on peut se poser la question de se dire, il y a une marque qui s'appelle Make My Lemonade, par exemple, qui vous fait la démonstration qu'avec une robe d'été, vous pouvez faire du 1er janvier au 31 décembre. Vous pouvez mixer les vêtements. Est-ce qu'elle nous donne des noms de marques avec lesquelles on peut Non, elle vous parle de sa marque. De sa propre Et marque. elle vous dit, par exemple, voilà ma robe. Vous allez acheter cette robe qui est très belle, qui va coûter 200 €, que je vais faire en proche zone Europe, par exemple en Bulgarie ou en Roumanie, parce que je ne veux pas non plus qu'elle soit trop chère pour vous. Mais moi, je vais vous expliquer dans votre vestiaire comment vous allez pouvoir la mixer pour la porter toute l'année, en ajoutant, par exemple, un sous-pull, en mettant un pull là-dessus. Mais chose qu'on fait tous. Être éco-responsable, ça peut être... Et d'ailleurs, je pense que vous tous, on est tous pareils. On a
tous, on va dire, un corpus de vêtements qu'on met beaucoup, dans lesquels on se sent bien, avec lesquels on tourne, et puis des satellites autour qui vont rester dans les placards. Des petites pièces comme ça, quoi. Histoire de... Voilà. Moi, je pense que c'est sans culpabilisation. Moi, c'est mon point 1. Et il ne faut pas culpabiliser. Je répète que les marques qui vous culpabilisent en vous disant c'est de votre faute si vous achetez 200 t-shirts Shein, c'est pas de votre faute, c'est leur faute à eux parce qu'ils mettent en place des systèmes de marketing qui vous poussent à acheter alors même que vous avez des convictions. Aujourd'hui, on va vous traquer. La neuroscience va traquer le consommateur le plus engagé pour lui faire perdre les pédales et faire en sorte qu'il achète. Mais c'est vrai. Au regard de la RSE, il faut vraiment qu'on ait ça en tête. La définition de la RSE, c'est de dire l'entreprise est responsable des impacts négatifs de son activité qu'elle génère au travers de son core business. Donc, si moi, j'achète trop de vêtements Shein, c'est pas parce que je suis irresponsable, c'est parce que Shein a fait en sorte de me mettre sous le nez ces vêtements-là. Oui, mais est-ce que c'est pas trop facile de dédouaner quand même la responsabilité aux autres? Parce qu'on a quand même notre part aussi de responsabilité. On est d'accord, je suis d'accord. D'un point de vue, moral, d'un point de vue citoyen, on a une responsabilité. Du point de vue de la RSE et du greenwashing, non. C'est-à-dire que si une marque va vous dire « je m'engage sur la RSE », je suis très engagée, j'ai plein de valeurs et se servir de ces pseudo-valeurs pour attirer un différent type de clientèle, mais qu'au fond, elle ne travaille pas réellement sur ces enjeux et que finalement, elle vous implique en disant c'est vous qui finalement allez cautionner mon modèle, là, elle ne fait pas de la RSE. C'est simplement de dire qu'on a notre responsabilité, on peut avoir nos engagements, mais que les marques elles-mêmes ne doivent pas greenwasher en faisant croire qu'elles ont des engagements qu'elles ne tiennent pas et elles vous font croire que c'est vous qui êtes responsable de vos mauvais comportements. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un marché justement sur les marques éco-responsables parce qu'il y a beaucoup de clients consommateurs qui ont envie de marques engagées. À l'heure actuelle, je suis encore étudiante. C'est vrai, on se dit, je veux bien m'habiller bien, être éco-responsable, mais c'est super cher. Certes, c'est la qualité, donc voilà. Et après, on se pose la question, est-ce que ça va réellement durer? Est-ce qu'ils sont vraiment éthiques? Les friperies, par exemple, en région parisienne, sont super chers. Alors, le problème, quand on devient un spécialiste d'un sujet, vous savez que plus on connaît un sujet, moins on le connaît. Enfin, plus ça devient critique, on est d'accord. Donc, effectivement, vous commencez à vous pencher sur le problème ou la question d'un mode éco-responsable. Voilà. Et donc, vous avez toutes les questions qui viennent en ligne de compte. Alors, on ne va pas rentrer dans des détails hyper techniques comme les analyses de cycle de vie, mais c'est un peu l'idée. Je vais acheter ce vêtement, combien de temps il va durer? Est-ce qu'il a déjà eu une autre vie? Est-ce que finalement, il vaut mieux que je m'achète un t-shirt en coton bio neuf plutôt qu'un t-shirt H&M que je vais trouver chez Emmaüs? Quel impact j'ai? Moi, je dirais que c'est une façon de mixer plusieurs façons de fonctionner et qu'il faut être un peu critique, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la façon dont beaucoup d'acteurs surfent sur cette tendance-là et notre sentiment de culpabilité pour nous proposer des offres, qui ne sont quand même pas très éthiques. On va prendre l'exemple d'H&M, là ils ont sorti beaucoup de vêtements avec l'étiquette vert, recyclés, etc. C'est bien pour mon bilan carbone, c'est joli donc je vais acheter. Oui. Mais derrière, ça c'est reproduire un peu le schéma, on ne sait pas. En tant que citoyen, on peut continuer de questionner et de challenger les marques. Vous pouvez demander à H&M, c'est très bien, j'aime bien votre collection recyclée, c'est déjà un premier pas, ça m'intéresse, je la trouve jolie et j'ai envie de l'acheter. Mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le volume global de ce qui est réellement recyclé dans l'intégralité de votre offre? Est-ce que vous avez réfléchi à votre modèle économique? Est-ce que vous allez réduire la quantité de vêtements que vous mettez sur le marché, par exemple? Donc je pense qu'en tant que citoyen, par exemple Fashion Revolution est très efficace pour ça. Vous pouvez taguer les marques qui vous intéressent avec un hashtag Who Made My Clothes. Et vous pouvez interroger la marque en lui disant ce vêtement me plaît, mais qu'est-ce que vous avez comme information à me donner? On a des réponses? Oui. Là où on voit vraiment une évolution très très forte, c'est que ce hashtag Who Made My Clothes est un des plus suivis au monde. Et les marques réagissent. Avant, il y a 4-5 ans, Greenpeace écrivait à une marque, alors notamment dans le luxe, ils avaient des scores nuls parce qu'ils ne répondaient pas. Okay. Ils disaient, nous on est du luxe, qu'est-ce qu'on va aller répondre à Greenpeace? Aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils tremblent quand Greenpeace les appelle. Il y a 1000 choses qui entrent en ligne de compte. La confiance des clients que vous avez, les risques de scandale que vous pouvez avoir. Imaginez sur la fast fashion, aujourd'hui, pourquoi on fait très attention au label ou à la toxicité des produits. C'est que vu la quantité de gens que vous touchez, imaginez que vous avez des problèmes d'allergie ou quoi que ce soit, c'est très grave. Donc il y a une combinaison d'éléments qui font qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les médias, alors moi je pense que vous êtes un média social, un réseau social. On va pouvoir parler effectivement du bashing, vous savez, du name and shame, qui peut faire beaucoup de mal et tout ça. Mais je pense que les marques, elles ont compris l'enjeu. Et moi, je leur conseille, par rapport à ça, je leur dis, la meilleure façon d'éviter les bad buzz, c'est de faire en sorte d'être inatteignable, intouchable. Et donc d'avoir une réponse
concrètes et efficaces en amont dans votre entreprise, de façon à ce que si jamais vous ayez un bad buzz, vous pouvez réagir en disant, par exemple, vous avez entendu parler on peut en discuter, du bad buzz avec H&M et le petit garçon, justement. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Bon, c'est peut-être pas le sujet, mais je pense qu'il faudrait vraiment y consacrer un sujet. Parce que moi, de mon point de vue, j'étais très proche d'H&M à ce moment-là, du responsable RSE d'H&M, qui, en tant que moi, représentante de Fashion Revolution, m'a envoyé des milliers d'articles pour justifier ce qui s'est passé. Moi, j'estime que si l'entreprise, et d'ailleurs c'est le cas pour H&M, c'est une entreprise qui a eu une des plus diverses au monde, qui a été nommée comme une des meilleures places to work. On peut dire tout ce qu'on veut de leur modèle économique qui est catastrophique en termes d'impact environnementaux. Mais du point de vue de la diversité et de l'inclusion, c'est vraiment une des entreprises modèles dans le monde. Ils sont suédois. Ils font le travail, ok. Ils font vraiment le job. Là, ils se sont trouvés confrontés à ce bad buzz-là. Je pense que leur réaction a été mauvaise. Ils ont réagi comme des coupables, alors qu'en fait, ils ne l'étaient pas. Ils n'étaient pas coupables. C'est-à-dire que, de mon point de vue, j'estime que ceux qui se sont mis en colère là-dessus, ont un problème dans la façon dont ils ont vu ce petit garçon, alors que justement H&M voulait montrer évidemment qu'il n'y avait aucun amalgame à faire entre ce qui était écrit sur le t-shirt de ce petit garçon et ce qu'il était. Je pense qu'ils ont voulu aller trop loin et que parfois les questions des réseaux sociaux, c'est très compliqué parce que justement vous avez un public qui peut des fois mal interpréter. Et d'ailleurs, je pense que ce serait intéressant d'interroger des gens spécialistes des réseaux sociaux et des médias pour savoir qui finalement réagit. Est-ce que c'est vraiment la communauté qui est touchée ou si c'est la périphérie? Quoi une journée type dans votre métier? Ça correspond à quoi? Alors le problème, c'est qu'il n'y a aucune journée type. Il n'y a aucune journée type. Et c'est que c'est très très varié. Donc l'intérêt, c'est que on est sur énormément de sujets. On l'a dit, la RSE, c'est très vaste. Idéalement, des journées tranquilles où on peut travailler sur des dossiers de fond. On a plusieurs dossiers ouverts, en fait. On travaille sur plein de sujets. Donc ça va être, par exemple, préparer un événement. Là, je prépare, voir avec la caserne et le prochain salon Impact, comment on va pouvoir exposer, par exemple, les savoir-faire des artisans chinois, pour la prochaine Fashion Week, pour montrer un petit peu le savoir-faire. Des réunions avec des clients qu'on essaye de faire très courtes. Ça peut être des formations auprès d'équipes de marque. Tous les jours, une nouvelle journée. Enfin, une nouvelle vie, un nouveau métier. On peut dire ça comme ça? Oui, c'est passionnant. En gros, c'est pas un métier redondant, Non, alors moi, c'est différent parce que là, maintenant, aujourd'hui, on l'a dit, vous avez de plus en plus de postes RSE partout. Donc on embauche à tour de bras. Beaucoup d'alternants. Vous avez vu toutes les offres qu'il y a sur la RSE. Effectivement. Donc vous pouvez avoir des milliers de missions qui peuvent être plus ou moins intéressantes. Et la RSE, c'est un champ très très large. Donc moi, dans mon cas, j'ai un cabinet indépendant, je suis sur la mode et le luxe, donc c'est un champ des possibles énorme. Donc ça veut dire que je peux aller sur 1000 choses différentes. Donc mon métier est extrêmement riche, a très peu de redondance, donc ce qui peut être un peu fatigant des fois. Moi, mon running gag, c'est de dire qu'on fait de la slow fashion mais qu'on court toute la journée. C'est compliqué de répondre, en gros, demain, je deviens responsable RSE. Qu'est-ce que je vais faire et à quoi vont ressembler mes journées? Et je peux vous dire que tout dépendra du poste que vous occupez, de l'entreprise dans laquelle vous êtes, du secteur d'activité de l'entreprise et de votre statut. Est-ce que vous voulez travailler dans un groupe? Vous avez bien vu, quand vous êtes dans un groupe, vous allez avoir souvent un tout petit bout de la tâche à faire. Et on parlait tout à l'heure de l'impact que vous pensez avoir sur ces sujets-là en tant qu'acteur d'une entreprise. Plus votre mission est saucissonnée, moins vous voyez la globalité de ce que vous faites. Moi, par exemple, j'ai clairement vu, qu'en travaillant avec Fashion Revolution, depuis 2013, on a très clairement contribué à changer fortement la perception de la mode et de la fast fashion dans les pays développés. D'accord, mais est-ce qu'on peut être une marque de fast fashion et être éthique? Alors, si on prend la définition de la fast fashion, qui est de dire on fait plein de modèles qu'on renouvelle sans arrêt, qu'on fait pas cher dans des pays lointains, c'est compliqué. Et éco-responsable? Non, parce que l'éco-responsabilité, c'est quoi? Ça va pas ensemble, du coup. Non, c'est le modèle économique qui est à questionner. On est d'accord qu'aujourd'hui, on est sur une surproduction, surconsommation et gaspillage. Ok ? Bon, la fast fashion, c'est exactement ce qu'il a défini. Donc, est-ce qu'on peut être entre les deux? Non. Ou alors, on change de nom. On peut dire, je fais de la mode accessible, faite dans de bonnes conditions, qui va toucher une clientèle qui n'a pas beaucoup de moyens, et je vais faire ce que je peux pour minimiser mes impacts. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent travailler dans la RSE?
Moi, je le disais, c'est la politique du cheval de Troie. Si vous avez l'impression qu'il y a une mission intéressante dans une entreprise, mais que vous n'aimez pas les valeurs de l'entreprise, par exemple, moi, je vous conseillerais d'y aller quand même, parce qu'en étant sur place, vous allez pouvoir faire bouger les choses. Essayez d'aller quand même, aujourd'hui, pour trouver du travail facilement. C'est vrai que c'est compliqué parce que Total, par exemple... Oui, j'allais prendre l'exemple des Total. Mais est-ce que ça peut pas démotiver quand le truc est tellement gros et tellement pénible et mal vu des gens d'aller travailler, par exemple, désolé pour les personnes qui travaillent pour Total, mais d'aller travailler dans, on sait, un des plus gros pollueurs du monde, quoi. Non, moi je pars du principe que c'est exactement comme ça qu'on a fonctionné dans mon ONG. Vous avez 2 types d'ONG. Celles qui dénoncent, ce qui est très bien, Greenpeace par exemple, et qui vont jamais travailler avec une entreprise, ne vont jamais collaborer avec une entreprise, et puis celles qui, comme le WWF, vont dire « Ok, on a fait émerger des gros problèmes, maintenant on va vous expliquer comment vous allez améliorer votre impact et comment vous allez essayer de régler ces problèmes. » Donc moi je pense que j'irai bosser demain totalement embauche, j'y vais. J'ai aucun problème éthique à aller travailler chez Total, parce que concrètement, il y a beaucoup d'hypocrisie quand même. Qui renonce à sa voiture, qui arrête de prendre l'avion. Faut arrêter un peu sur les énergies carbonées. On est d'accord qu'il faut que les entreprises soient responsables. Il faut qu'elles financent leurs impacts. Il faut qu'elles les corrigent. Je suis tout à fait d'accord. Mais après dire, je ne vais pas y aller parce que je ne vais pas être efficace, non. Par exemple, Total là, a investi beaucoup d'argent dans Greenflex. C'est un gros cabinet de conseil en éco-responsabilité. Une grande partie de l'équipe de Greenflex est partie. Je trouve que c'est pas forcément une bonne idée parce qu'au contraire, vous avez l'occasion de peut-être convaincre ce genre d'acteurs qu'ils ont un rôle à jouer. Et quand vous regardez les statistiques aujourd'hui, la plupart des citoyens pensent que c'est le rôle des entreprises de faire changer les choses. C'est les entreprises. Total va avoir beaucoup plus de pouvoir pour modifier les choses, parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens, bien sûr, beaucoup plus d'argent qu'une petite entreprise. Donc non, moi honnêtement, j'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Voilà.